Troisième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé des études, stratégie et action, Monsieur Christian Bouhendoua. Très bien, nous avons la Fédération de France. Les secrétaires exécutifs fédéral, M. Polycarpe Mbassani. Maître et avocat. Deuxième secrétaire exécutif adjoint chargé de la mobilisation des ressources financières et de la logistique, M. Didier Mpiana. Troisième secrétaire exécutif adjoint chargé des études, stratégie et action, M. Victor Ngoulou Boketchou. Fédération de la Grande-Bretagne. Secrétaire exécutif fédéral, M. David Ilunga. Premier secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de l'organisation des questions politiques et du suivi des organes de base, M. Fidel Saïd El Omar. Deuxième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de la mobilisation des ressources financières et de la logistique, Madame Marie-Émilie Ekongolo. Et troisième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé des études, stratégie et action, Monsieur Georges Diatezoa. Fédération de la Suède. Secrétaire exécutif fédéral, M. Sosten Birengei Mulungu. Premier secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de l'organisation des questions politiques et du suivi des organes de base, Madame Natou Eyenga. Deuxième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de la mobilisation des ressources financières et de la logistique, Monsieur Théontime Bissimwa. Troisième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé des études, stratégie et action, Madame Aimée Bekanda. Fédération de la Confédération helvétique. Secrétaire exécutif fédéral, M. Yves Saloumou. Premier secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de l'organisation des questions politiques et du suivi des organes de base, Monsieur Roger Mataï. D'autres postes pourront être complétés. Fédération de la République fédérale d'Allemagne. Le secrétaire exécutif fédéral, M. Jean-Pierre Bogono. Premier secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de l'organisation des questions politiques et du suivi des organes de base, M. Valentin Tota Makambo. Deuxième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de la mobilisation des ressources financières et logistiques, M. Gigi Kwanza Nzana. Et troisième secrétaire exécutif adjoint chargé des études, stratégie et action, Madame Henriette Massambombo Misenga. Fédération de la Russie. Secrétaire exécutif fédéral, M. Williams Maboko Mputu. Premier secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de l'organisation des questions politiques et du suivi des organes du parti, M. André Ambamboula. Deuxième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de la mobilisation des ressources financières et de la logistique, M. Léon Galamouloumé. Troisième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé des équipes stratégie et action, Madame Orphélie Mwemba.
Article 2. Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Bruxelles le 5 février 2011, le président national, honorable Vital Kamerhe. En ce qui concerne les différents départements, les décisions les concernant sortiront après la cérémonie. Nous avons bien géré le temps, on n'a pas repris les noms de tout le monde. En ce qui concerne les États ou le pays qui n'ont pas encore présenté leur comité, nous allons poursuivre le travail dans les tout prochains jours ou tout prochain moment pour finaliser la question. Honorable Président, c'est à ce niveau que je termine mon exposé et je passe la parole à Maman Coco. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Je m'en vais immédiatement passer la parole à Monsieur Vital Kamerhe, Président national de l'UNC. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et on pouvait la présenter. L'émotion est à son comble. Je ne m'attendais pas à un si beau monde. Je voudrais dire à mes compatriotes tous mes remerciements. Je ne sais pas ce que je dois dire. Merci à Dieu. Puisque tout ceci, nous le devons d'abord à Dieu le Créateur. Je sais et je suis convaincu avec vous que le Congo est une puissance, une grande puissance endormie. Endormie pourquoi? Parce que depuis 1960 jusqu'à ce jour, les gouvernements successifs ont géré le Congo de façon tout à fait irresponsable. Nous devons donc reconnaître notre responsabilité dans ce passé, parce que nous ne sommes pas nés hier. J'ai été ministre, avant cela j'ai été conseiller dans beaucoup de ministères. J'ai été commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix, j'ai été député et j'ai été secrétaire général du parti présidentiel, parti au pouvoir actuellement. J'ai fait la campagne du président de la République qui est là maintenant. Donc je n'ai pas de responsabilité dans ces désastres nationaux. J'ai été président de l'Assemblée nationale. J'ai eu à gérer l'Assemblée nationale dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Mais vous le savez très bien, la séparation des pouvoirs doit marcher avec la complémentarité des tâches dévolues à chaque institution. L'Assemblée nationale peut faire son travail, mais si du côté du gouvernement, là où l'on est censé gérer le quotidien des Congolais, il n'y a rien qui est fait, tout le travail de l'Assemblée nationale va ressembler à un grand théâtre, une pièce de théâtre. Nous avons interpellé des ministres, on a interpellé le Premier ministre, nous avons fait des recommandations pour qu'on ne construise pas, notamment dans la cour de la télé de la Goumbé, la télé de la gare. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kankou, qui était auteur de la motion, ne pouvait pas aller prendre le ministre, les prémices de force pour empêcher les Libanais et autres d'aller envahir les cours de récréation de nos enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons interdit beaucoup de choses, mais là, ce n'était que des recommandations. Vous avez suivi notre attitude quand il s'est agi de désarmer les troupes de Jean-Pierre Bemba par la force. Notre attitude, quand il s'est agi de s'attaquer aux éléments de Koundia Congo dans le Bas-Congo, on a interpellé le ministre de l'Intérieur à 3 reprises. Notre attitude face à la façon dont les contrats chinois avaient été négociés, c'était clair, c'était télévisé et notre position était connue de tout le monde. Notre attitude face à l'entrée de troupes rwandaises sur le territoire congolais, nous avons dit que c'est inadmissible. On nous a agressés hier et aujourd'hui on nous amène les troupes pour pacifier le Congo. Ça, c'est une insulte vis-à-vis du peuple congolais. Nous avons accepté de perdre notre prestigieux poste de président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je m'étonne de temps en temps, quand les gens se posent encore la question de savoir est-ce que Kamerhe, ce n'est pas une taupe envoyée dans l'opposition? D'abord, je voudrais vous dire, moi je suis descendu au sein du peuple congolais, parce que le premier opposant, pour le moment, au régime actuel, c'est le peuple congolais. Et moi, mon combat, je voudrais le faire au sein de ce peuple et avec ce peuple. Descendons tous au niveau du peuple et Dieu va nous élever. Donc c'est ça, ce niveau-là que je me suis dit. Je voudrais dire ceci.
En ce qui concerne mon engagement indéfectible pour les combats pour les changements, je n'ai pas de démonstration à faire. Si je voulais devenir Premier ministre, j'allais devenir. Si je voulais garder mon poste de président de l'Assemblée nationale, on a besoin de chercher des raccourcis et des chemins en passant par l'opposition. Je suis venu au sein du peuple congolais parce que je reconnais que le navire piloté actuellement par le PPRD est en train de tanguer et il va certainement sombrer. Oui. Donc j'ai remis ma démission en bonne et due forme. Je n'ai jamais changé ma position, je suis resté constant. Qu'il s'agisse des négociations entre les Congolais, ma position était claire, c'est le rapprochement avec les frères. Qu'il s'agisse des négociations avec les Rwandais ou l'Ouganda, ma position était claire. Qu'il s'agisse de l'application des accords de Lusaka ou de Sun City, ma position était claire. Quand j'étais ministre de l'Information, j'avais fixé au peuple congolais un seul objectif, la réunification communicationnelle. Et j'avais dit, aucun journaliste étranger ou national ne sera inquiété ni menacé. Je mets quiconque au défi de la presse internationale ou nationale qui peut dire ici, ou à Kinshasa, ou ailleurs, qu'il avait vu son organe de presse menacé ou fermé sous mon mandat comme ministre de l'Information. Personne ne va lever son doigt. Nous avons donc permis à toutes les tendances de notre pays pendant une transition qui n'était pas donnée d'avance comme facile, 1+4, à toutes les tendances de s'exprimer. Et les chaînes de Jean-Pierre Bemba, l'époque où moi j'étais ministre de l'Information, jamais fermé, aucune fois. Et les chaînes du pouvoir, aucune fois. C'est ça la dialectique qui amène le changement. Il n'y a pas d'opposition, tout comme il n'y a pas de pouvoir sans l'un de l'autre. Et nous avons donc aujourd'hui, ici devant, les comités des différents membres de l'UNC parsemés à travers le monde. Pourquoi nous avons choisi d'abord la diaspora congolaise? Parce que vous êtes les symboles vivants de ceux qui pouvaient, c'est-à-dire le cerveau, profiter à notre pays, mais à cause de l'absence de l'État, à cause de la désorganisation, à cause des guerres et de l'insécurité, que ce soit alimentaire ou insécurité tout court, vous avez choisi de venir ici. Quand je me suis adressé aux compatriotes du Canada, j'ai dit, mais c'est très froid ici. Et ils m'ont dit qu'il faisait chaud, c'était moins 27 degrés, j'avais de la chance. Ils m'ont dit qu'il arrive qu'il fasse plus froid que ça. J'ai dit, donc vous n'êtes pas là parce que vous avez voulu être au Canada. Vous êtes là parce que chez nous, ça ne marche pas. Donc nous devons retransformer notre paradigme. C'est le don béni de Dieu, le Congo. Et nous allons le démontrer. Le Congo, tel qu'il est là, et l'Afrique, au fait, était collée à l'Amérique latine. C'est clair. C'est la séparation des plaques tectoniques. Et nous avons l'océan Indien. Et de part et d'autre, on a un géant. Les géants brésiliens et les géants congolais. Le Brésil, comme le Congo, a pataugé pendant plus de 5 siècles, avec une poignée d'individus qui se sont accaparés de toutes les richesses nationales. Mais il a fallu, en 2002, l'arrivée d'un homme, Lula. Lula, il n'a pas fait de miracle. Il n'a fait que remettre l'État à sa place. Et le peuple brésilien à sa place. Tout d'abord, le peuple brésilien et tout pour le peuple brésilien. Ils ont la première forêt, nous en avons la deuxième. Ils ont le premier fleuve en termes de quantité d'eau, nous en avons le deuxième. Ils sont les châteaux d'eau de l'Amérique latine, nous avons 53% de toutes les eaux de l'Afrique au Congo. Ils sont la réserve en termes de terres arables en ce qui concerne l'Amérique, mais nous avons 120 millions de terres au Congo, exploitées selon les études faites ici en Belgique, puisqu'il y a 80 millions de terres accessibles et 40 millions de terres irrigables. C'est 2 milliards d'individus que nous nourrissons. Nous ne sommes que 70 millions et nous exportons pour 95% de nourriture pour nos populations. Quelle honte, quel paradoxe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Absence de vision, absence de volonté politique, absence d'ambition pour notre pays. Ils sont une réserve de l'énergie propre et renouvelable. Mais nous sommes une grande réserve d'énergie propre et renouvelable. Inga, à lui seul, c'est 44 000 mégawatts. Associé à d'autres sources, c'est 100 000 mégawatts, le Congo. Le Congo, à lui seul, avec Inga, c'est l'industrialisation de l'ensemble de l'Afrique et de l'Europe méditerranéenne. Quel aubaine de l'homme politique congolais, sans vision. Et nous disons les minéraux. Les minéraux à Chikapa, en Mbujimaï, au Kivu, au Katanga, en province orientale, c'est une malédiction pour nos populations.